Sir Fox, médium ou charlatan? Le spiritisme moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existerait probablement pas sans l'intervention de Margaret et de Catherine Fox. En 1850, alors qu'elles n'ont que 13 et 17 ans, les talents des sœurs Fox sont reconnus par les plus grands amateurs de spiritisme de la région de New York. Leurs séances, consistant à interroger les esprits et à obtenir des réponses grâce à une série de coups, interrogent également les sceptiques. Certains y voient une vaste supercherie. Quoi qu'il en soit, le spiritualisme moderne vient de faire ses premiers adeptes. Les âmes existent, et les esprits comptent bien communiquer avec les vivants. Tout commence en 1848 à Hydesville, dans l'État de New York. La famille Fox emménage dans une petite maison de banlieue qui aurait la réputation d'être hantée. Avant leur emménagement, les Fox vivaient à Rochester, une ville un peu plus grande, également située dans l'État de New York. En plus de Margaret et de Catherine, la famille comptait une troisième sœur, Léa. Léa Fox est l'aînée de la famille. Née en 1813, elle n'aura pas le temps de voir ses sœurs grandir. Elle est mariée à l'âge de 20 ans à un riche homme d'affaires et quitte le domicile familial. Quelques années après la naissance de la petite dernière, Catherine, en 1837, les Fox s'isolent dans une ville où, dit-on, il n'existe aucune distraction. Ainsi, les événements qui vont se dérouler le 31 mars 1848 a de quoi intéresser tout le voisinage. Cette année-là, Catherine a 11 ans et Margaret 15. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles commencent à trouver leur vie un peu lassante. Pour tromper l'ennui, la cadette a l'idée d'essayer de communiquer avec l'esprit de la maison. Puisque celle-ci est supposée être hantée, pourquoi ne se montre-t-il pas? Les vœux de la fillette semblent être exaucés. Durant tout le mois de mars, des coups font trembler les murs de la maison. Des meubles commencent à se déplacer sous l'effet d'une force invisible. Les jeunes filles sont ravies. Madame Fox est un peu perturbée par ce subit changement d'atmosphère, et David, homme d'église, essaye de calmer le phénomène par des prières. Rien n'y fait. Il faut attendre l'intervention de la cadette pour que les manifestations se calment. Au soir du 31 mars, alors qu'ils sont à table, Catherine annonce à ses parents qu'elle a trouvé une méthode pour communiquer avec l'esprit et compte bien en faire la démonstration. Elle le surnomme Mr. Splitfoot, Monsieur Pied Fendu. David y voit une allusion au diable. La jeune fille demande à Mr. Splitfoot de taper autant de fois contre le mur qu'elle claquera des doigts. L'expérience fonctionne. Les parents sont stupéfaits. La mère a l'idée d'ameuter tout le voisinage dans la cuisine afin d'attester du phénomène. Catherine Fox fait sa toute première démonstration au public. Elle recommence le processus. Là encore, l'esprit répond. Margaret entre dans le jeu de sa sœur. Elle affirme qu'elle est capable de faire parler l'esprit en lui faisant répondre à toute une série de questions. Pour cela, elles établissent un code. Le nombre de coups représente un chiffre ou une lettre. Au fil des jours, la communication s'améliore. Les réponses ne se résument plus à un coup pour oui, deux coups pour non, mais se composent de véritables phrases. Les sœurs Fox reçoivent la visite de nombreux adeptes du spiritisme, souvent issus de la classe bourgeoise. Leur renommée est très rapide, et ce, grâce au travail de communication fait par leur grande sœur Léa, qui ne remet pas en question le pouvoir des cadettes. Après plusieurs séances de spiritisme, les sœurs Fox obtiennent de précieuses informations sur l'esprit qui hante leur maison. Il s'agit de Charles B. Rosna, mort en 1843, autrement dit, l'ancien propriétaire de la maison acquise par les Fox. Nous savons qu'il est mort, mais en revanche, personne ne sait comment. Même l'esprit semble ne pas s'en souvenir. Qu'importe les détails, les témoins ne retiennent que leur incroyable don de médium. Quelques mois plus tard, les parents des jeunes sœurs commencent à voir d'un mauvais œil tout cet étalage public. Catherine est encore une jeune enfant et Margaret n'est même pas majeure. Ils aimeraient bien qu'elles se concentrent un peu plus sur leurs études. Ainsi, les filles sont envoyées chez leurs grands-parents à Rochester à la fin de l'année. Pourtant, l'année suivante, les sœurs Fox occupent à nouveau le devant de la scène. Elles doivent leur célébrité au bon contact de leur grande sœur Léa. En décembre 1848,
À l'occasion d'une petite fête de Noël, les filles rencontrent Amy et Isaac Post, un couple d'amis de longue date de la famille Fox. Ils demandent à avoir une petite démonstration privée. Le couple Post est conquis. Il est convaincu que les jeunes filles ont un véritable talent. Talent qu'il serait dommage de cacher, puisqu'il pourrait servir à aider bien des personnes endeuillées. Les Post se chargent de convaincre les parents de Catherine et de Margaret de les laisser monter sur scène. En quelques mois, une grande réception est organisée en leur honneur. Les jeunes filles ont convenu de montrer leur pouvoir de spirit devant une petite foule d'initiés. Le premier grand spectacle médium se déroule le 14 novembre 1849 au Corinthian Hall de Rochester. C'est le début d'une véritable petite tournée régionale qui va durer plus d'1 an. En 1850, les adolescentes sont déjà à l'apogée de leur gloire. Elles font parler les morts devant des assemblées de plus en plus importantes. Le public est toujours invité à participer aux séances. Les personnes souhaitant contacter leurs défunts peuvent poser leurs questions. Les sœurs Fox se chargent de faire venir l'esprit dans la pièce afin qu'il puisse répondre par des coups bien retentissants. Ce sont ces fameux coups qui vont attiser la curiosité de quelques sceptiques. Parmi eux, des médecins et quelques religieux, bien décidés à prouver que tout ceci n'est qu'un coup monté. Sans mauvais jeu de mots. Ils remarquent que l'interprétation des sœurs Fox est assez vague. Les réponses données ne sont pas précises, bien qu'elles suffisent à satisfaire le public. Selon eux, elles sont à l'origine des bruits. Il suffirait d'un bon craquement d'orteils pour faire croire à la présence d'un esprit frappeur. Le mouvement exécuté avec le pied est par ailleurs facilement dissimulable sous leurs amples robes. L'accusation se passe de preuve. Un journaliste reprend ses propos dans un article. Le monde du spiritisme est déchu par l'opinion publique. Les spectacles ne s'arrêtent pas pour autant. Les sœurs Fox continuent à proposer leurs spectacles de médium jusqu'à l'article de journal de trop. Un révérend est invité à rédiger une tribune contre les adolescentes dans le célèbre New York Times. Il émet un regard critique sur le spiritisme basé sur ses propres croyances. Selon lui, et c'est bien là une règle essentielle de la vie spirituelle, un mort ne parle pas. Ainsi, il serait facile de monter une imposture en faisant simplement craquer son orteil. Avec un peu d'exercice, le bruit serait assez puissant pour être entendu à l'autre bout de la pièce. Cet article, combiné à la rencontre amoureuse que fait Margaret, alors devenue jeune adulte, met fin à la collaboration des deux sœurs. Margaret Fox épouse le riche explorateur et fervent catholique Elisha Kane. Ce dernier, persuadé qu'elle est manipulée par Léa pour des questions d'argent, parvient à convaincre sa femme d'arrêter de croire aux esprits et de consacrer son énergie à servir l'Église. Margaret, aveuglée par un amour toxique, se convertit au catholicisme romain. Catherine, alors âgée de 15 ans, tente de s'imposer en qualité de grand médium, malgré les nombreuses attaques qu'elle subit. Sa petite entreprise en solitaire perdure. Bien que sa sœur soit grandement occupée avec son mariage, elle garde tout de même contact. Ainsi, elles découvrent ensemble les ignominies écrites à leur rencontre par Charles Clayton Page dans son livre Psychomancy. Les sœurs sont dépeintes comme des charlatans. Cette nouvelle attaque renforce leur volonté de s'affirmer comme de véritables spirites. Malheureusement, elles échouent. Nous sommes en 1857, Margaret vient de perdre son mari dans un naufrage. Elle retrouve sa jeune sœur et toutes deux décident de participer à l'un des plus grands concours de médiums de la région. Le premier prix est fixé à 500 $, une somme conséquente pour l'époque. Pour la remporter, il faudra convaincre un jury composé de 3 professeurs de Harvard. Des sceptiques avec une approche très scientifique du phénomène. Le but sera de leur prouver que parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Or, dans le cas des sœurs Fox, les réponses données par les esprits s'expliquent très bien. Du moins, c'est ce que prétendent les professeurs. Ce ne sont que les craquements d'os des pieds, rien de plus. Catherine et Margaret ressortent de ce concours plus combatives que jamais. Elles persistent dans leur art et choisissent de fréquenter la sphère plus bourgeoise du spiritisme, là où l'on pratique la communication des esprits à l'aide de Ouija et de tables tournantes depuis des années.
Elles parviennent à se faire une petite renommée et à attiser la sympathie de quelques grands noms de la Society for Psychical Research, une association d'adeptes du spiritisme. Ainsi, le physicien chimiste William Crookes et l'écrivain Sir Conan Doyle défendront leur cause. Les sœurs Fox ont-elles vraiment un don pour parler aux esprits? Quelques années plus tard, les deux médiums le démontreront par elles-mêmes. Les coups ne proviennent pas d'outre-tombe, mais de leur propre corps. Entre 1884 et 1887, l'Université de Pennsylvanie effectue des recherches sur les présumés talents de nombreux médiums. Ils en arrivent toujours à la même conclusion. Les coups sont la conséquence de mouvements musculaires volontaires. Le 21 octobre 1888, les sœurs Fox, épuisées par toutes ces attaques, consentent à expliquer leur escroquerie en l'échange d'une somme de 1500 $ proposée par un journaliste. Cela fait déjà quelques mois que Margaret est entrée dans une violente dépression. Elle trouve la force de faire une ultime démonstration devant 2000 personnes à l'Académie de musique de New York. Des médecins sont autorisés à monter sur scène pour constater que les bruits provenaient effectivement du craquement des os du pied. Ainsi, n'y avait-il donc jamais eu de fantôme ce fameux mois de mars 1848 ? Les bruits sourds que tout le voisinage entendait étaient en réalité celui d'une pomme que Margaret faisait tomber à l'aide d'une ficelle. L'homme mort dans la maison devait donner plus de réalisme à leur machination. Heureux hasard ou canular, la maison des Fox a subi des fouilles en 1904 par le nouveau propriétaire. Dans les murs de la cave aurait été retrouvé un squelette. En revanche, il n'a pas été identifié comme celui appartenant à un certain Charles B. Rosner. En 1889, Margaret a essayé de revenir sur ses aveux en écrivant aux différentes presses new-yorkaises. Mais c'était trop tard. Plus aucune personne n'avait fait appel à leur service depuis leur démonstration de 1888. Catherine décédera en 1892, rejointe par sa sœur quelques mois plus tard. Leurs tombes sont désormais un lieu de pèlerinage pour les grands adeptes du spiritisme et de nombreux livres continuent à vanter leur mérite. Mais si la supercherie a été démontrée, plusieurs défenseurs la remettent en cause. D'une part par les détracteurs du mouvement spirit, et d'autre part par la pensée machiste qui ne supportait pas que des femmes soient mises au devant de la scène. Médiums ou charlatans, les sœurs Fox ont eu une grande influence sur le spiritisme moderne. Leur méthode de communication avec les morts est toujours d'actualité. La sorcière de la famille Bell. Au début des années 1800, dans une petite bourgade du Tennessee, un riche fermier et sa famille subissent quotidiennement les attaques d'une force démoniaque pendant plus de 4 ans, entre 1817 et 1821. Cette histoire, d'abord transmise de bouche à oreille à travers toute la région, est racontée dans un ouvrage, Authenticated History of Bell Witch, paru en 1894. Selon son auteur, Martin Ingram, tout ce qui est raconté dans cet écrit est vrai. En effet, Ingram mentionne des personnes ayant réellement existé. John Bell, le chef de la famille, sa femme Lucy, sa jeune fille Betsy et l'un de ses fils, John Jr. Les Bell comptent en tout 8 enfants, mais tous ne tiennent pas un rôle important dans cette histoire. Martin Ingram n'a retenu que les faits les plus marquants. Des faits qui sont au fil du temps transformés, au point qu'il en existe plusieurs versions. Celle qui va vous être racontée est l'une des plus populaires. Au début des années 1800, le riche propriétaire terrien John Bell achète une nouvelle demeure au cœur d'un terrain de plusieurs dizaines d'hectares dans le Tennessee. Il s'y installe avec ses 4 enfants, sa femme et ses domestiques. C'est la promesse d'une vie paisible et agréable. John et Lucy s'y sentent si bien qu'ils décident d'agrandir un peu la famille. En 10 ans, 4 nouveaux enfants voient le jour. Pendant que la mère, épaulée par la nourrice, s'occupe des petits derniers, les plus âgés aident leur père à bien mener son affaire. D'ailleurs, elles sont florissantes. La terre est particulièrement bien fertile. Rien ne laisse présager les terribles événements qui vont s'abattre sur la famille cette année de 1817. La chose qui tourmentera les Bell se manifeste soudainement, sans aucune raison particulière. Tout commence par d'étranges apparitions.
John Bell est au milieu de son champ de maïs lorsqu'il aperçoit un étrange animal. Les différentes versions de la légende s'accordent tout à dire qu'il s'agissait d'un chien, mais avec une allure particulièrement effrayante. Le fermier, qui ne se sépare jamais de son arme, dégaine son fusil et vise la créature, se montrant de plus en plus menaçante. Il tire à plusieurs reprises, mais le rate. Le chien disparaît parmi les épis de maïs et ne réapparaît plus jamais. Les jours passent, et John Bell a déjà l'esprit occupé à planifier les récoltes. Il a complètement oublié l'apparition. Un étrange oiseau va rapidement la lui rappeler. John est accompagné de ses 2 fils lorsque cet oiseau, décrit comme étant plus gros qu'une dinde, lui apparaît, perché sur la branche d'un arbre. Une fois de plus, John prend son arme, lui tire dessus. Cette fois-ci, il parvient à toucher l'animal. La créature tombe de l'arbre. Ses enfants courent récupérer l'oiseau touché, mais celui-ci s'est déjà volatilisé. Un autre jour, alors que John Bell se repose à la maison, sa jeune fille Betsy, âgée de 12 ans, accourt. Paniquée, elle lui raconte avoir vu une étrange jeune fille perchée sur la branche d'un arbre. Elle a essayé de lui parler, mais celle-ci avait le regard vide. Et soudain, elle a disparu. John Bell la rassure, en essayant de rester le plus rationnel possible. C'est simplement une hallucination due à la forte chaleur en cette saison. Si Betsy a pris un gros coup de chaud, qu'en est-il de la famille Bell entière et des domestiques qui se font déranger à longueur de journée par des coups tapés dans les murs et aux carreaux? Le chef de famille est sur le qui-vive. Il comprend que les personnes s'en prennent à sa famille. Lui et ses fils aînés patrouillent à l'extérieur de la maison pour tenter d'interpeller le premier individu étranger qu'ils croiseront. Dehors, il n'y a personne. À l'intérieur, le vacarme redouble d'intensité. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment toutes seules. Les portes claquent. Des griffes semblent racler le plancher en bois et des grondements sourds se font entendre durant la nuit. Dans de telles conditions, il est impossible à la famille Bell de passer de bonnes nuits. Les jours passent et les manifestations sont de plus en plus agressives. Les enfants sont directement attaqués durant leur sommeil. Les couvertures du lit sont tirées, les oreillers volent à travers la pièce et une femme invisible leur chante une comptine au creux de leur oreille. Les enfants attestent qu'il s'agit là de la voix d'une vieille femme. Les domestiques de John Bell, africains d'origine avec un grand sens de la spiritualité, lui suggèrent que la famille a été maudite. Personne ne saura qui pourrait en être l'auteur, mais les événements paranormaux sont incontestables. La ferme est hantée par un esprit maléfique. Au fil du temps, les Bell remarquent que cet esprit a une certaine tendance à s'acharner sur John et sa fille Betsy. Lucy Bell n'a jamais été inquiétée. À la fin de l'année 1818, une étrange maladie s'abat sur le père. Au début, il pense avoir simplement attrapé un mauvais virus, à force de passer la plus grande partie de son temps dans son champ. C'est mal connaître les pouvoirs surnaturels de cette chose. Les premiers symptômes s'apparentent à ceux d'un AVC. Bien sûr, on ne connaissait pas encore ce terme à l'époque, mais toute la famille et les domestiques en sont témoins. John Bell perd soudainement l'usage de sa mâchoire en plein repas. Son visage est comme paralysé. Il est incapable de prononcer la moindre parole. Plus tard, il dira à sa femme entendre la voix d'une vieille femme l'insulter. La paralysie dure plusieurs heures. S'ensuit une très grande fatigue. Les jours suivants, ce sont tous les membres du fermier qui se mettent à trembler. Sa bouche se contorsionne toute seule. Il ne maîtrise plus rien. Puis les symptômes disparaissent soudainement. Le mauvais esprit, qu'on associera plus tard à celui d'une sorcière, semble s'être lassé de jouer avec les nerfs du pauvre John Bell. À présent, elle souhaite s'acharner sur Betsy, bien décidée à lui gâcher sa vie sentimentale. Betsy n'a que 14 ans, et pourtant, elle est déjà courtisée par 2 villageois. Le premier est Richard Powell, un maître d'école plus âgé qu'elle de 10 ans, et un autre garçon de 18 ans, Joshua Gardner. L'âge faisant toute la différence, Betsy s'amourache pour Joshua. John Bell autorise sa fille à fréquenter le garçon, ne désirant qu'une chose pour ses enfants, qu'il trouve rapidement le bonheur pour oublier les horribles nuits qu'ils passent à la ferme.
Malheureusement, à chaque fois que Joshua rend visite à Betsy, cette dernière subit les attaques de la sorcière. Celle-ci lui rend visite pendant son sommeil, la réveillant en exerçant une forte pression sur son corps. À force d'être réveillée en pleine nuit, la jeune fille se fatigue. Elle perd en énergie, perd également l'appétit, s'affaiblit de jour en jour. Ses parents, s'inquiétant pour sa santé, décident de l'envoyer chez des amis, loin de la ferme. C'est trop tard. L'esprit de la sorcière s'est accroché à Betsy. Même loin de sa famille, l'adolescente subit continuellement les mêmes attaques. Il lui arrive parfois d'avoir le sentiment de mourir lorsque la sorcière l'étrangle. Plus tard, les attaques se poursuivent durant la journée. Même lorsqu'elle part en promenade avec Joshua, la jeune fille n'a aucun répit. Ses promenades en amoureux sont gâchées par la présence de la sorcière qui lui murmure des horreurs, ou chante des chansons avec une voix forte et désagréable pour la perturber, selon une autre version de l'histoire. Joshua Gardner est très amoureux. Il aimerait aider sa bien-aimée, mais l'esprit est beaucoup trop fort, bien plus fort que leur amour. Un jour de printemps de l'année 1820, alors que le couple avait prévu de se marier, Betsy met soudainement fin à leur relation. La légende raconte que c'est la sorcière qui lui aurait demandé de ne pas se marier avec le garçon. Si elle désobéissait, elle ferait en sorte que son père meure. Elle a menti. John Bell meurt le 20 décembre de cette même année. La santé du riche fermier avait fini par se dégrader. Il était cloué au lit durant plusieurs mois, en proie à une forte fièvre incurable. Après sa mort, l'un des domestiques remarque une fiole de poison vide dans le meuble de la cuisine. Durant l'enterrement de John Bell, plusieurs témoins disent avoir entendu la voix d'une vieille femme se vantant d'avoir tué le fermier grâce à ce poison. Quelques mois après la mort de John, les attaques envers la famille Bell s'estompent. Selon le témoignage du fils aîné de la famille, la sorcière aurait déclaré qu'elle les laisserait en paix, mais qu'elle reviendrait les hanter à nouveau dans 7 ans. Étrangement, certains membres de la famille ont décidé de rester dans la ferme, et 7 ans plus tard, Lucy et ses fils, Richard et Joel, sont de nouveaux témoins de phénomènes paranormaux. Cependant, ces derniers sont beaucoup moins violents qu'en 1817. Il est probable qu'en partant, la sorcière ait également maudit le mariage de Betsy. Celle-ci épouse finalement l'instituteur, Richard Powell, mais le mariage ne dure qu'un temps. Son mari meurt à l'âge de 30 ans et Betsy demeure veuve jusqu'à sa mort, à l'âge de 86 ans. Entre 1817 et 1821, plusieurs personnes se sont rendues chez les Bell. Certains souhaitaient être témoins des événements qui s'y passaient, d'autres voulaient aider la famille. Ainsi, plusieurs exorciseurs et amateurs de spiritisme avaient tenté de lever la malédiction qui pesait sur la ferme. Certains disent être entrés en communication avec l'esprit, à l'aide de coups tapés contre les murs. Ils disent avoir perçu des chuchotements, puis une voix de plus en plus saccadée. La sorcière des Bell s'est montrée oppressante, se targuant d'avoir toujours été présente dans l'air, hantant les maisons à sa guise depuis des millions d'années. Cette précision, qui figure dans le livre, laisse présager que la sorcière des Bell est en réalité un mythe. Les pouvoirs surnaturels qui sont décrits sont inspirés des croyances populaires de l'époque. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et dans les campagnes américaines, fantômes et sorcières hantent les demeures isolées. Certains esprits sont aussi là pour protéger les lieux de certaines attaques. Ainsi, on trouve dans une version non officielle de la légende l'histoire d'un général de guerre, Jackson, venu avec ses chevaux et ses hommes dans la ferme pour enquêter sur les phénomènes paranormaux. La sorcière des Bell, ayant détecté sa présence, a créé un mur invisible, empêchant chevaux et soldats de pénétrer dans l'enceinte de la ferme. Lorsque le général Jackson entre seul dans la bâtisse, son corps se met soudainement à se tordre avant de se faire expulser littéralement de la maison. Les experts en folklore américain se sont penchés sur ce cas paranormal si particulier. Dans un premier rapport, ils s'accordent à dire, au vu du nombre de témoins, plus d'une douzaine, dont un médecin, qu'ils sont face à l'inexplicable. Betsy a été soupçonnée durant un temps d'avoir pratiqué le ventriloquisme. Il se pourrait que ce soit la jeune fille qui soit à l'origine des voix dans la maison. Mais le médecin de la famille
ayant réalisé plusieurs tests, conclut que c'est impossible. On apprend le nom de la sorcière dans le livre de Martin Ingram. Il s'agit de Kate Batts. Cette dernière a réellement existé. Il s'agit en réalité d'une ancienne voisine de terrain de John Bell. Kate et John avaient la réputation de se détester. Et pour cause, John aurait arnaqué la vieille femme afin d'obtenir une partie de son terrain contre une somme d'argent jugée bien insuffisante. Rancunière, Kate Batts aurait juré sur son lit de mort qu'elle entrait la famille Bell pour se venger. Les événements paranormaux auraient commencé quelques mois plus tard. Tout coïncide pour forger une superbe histoire d'épouvante. Lorsqu'Ingram publie en 1894 son ouvrage « Authenticated History of the Bell Witch », les mœurs sont déjà bien évoluées. De nombreux sceptiques ne croient déjà plus aux contes et légendes. Ils considèrent les travaux d'Ingram comme une œuvre de fiction historique, voire une étude folklorique sur les croyances de la région au début du XIXe siècle. Un livre qu'il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre. De nos jours, le personnage de la sorcière Bell a une place importante dans l'histoire de la région. Il existe une grotte surnommée la grotte de la sorcière Bell, proche de l'ancienne propriété de la famille. Si on ne peut pas visiter la ferme, il est possible de se rendre dans la grotte et tenter d'apercevoir l'entité. La légende raconte qu'un jour, un garçon se serait retrouvé coincé à l'intérieur et des mains invisibles l'auraient aidé à en sortir. Finalement, la sorcière semble faire preuve de bienveillance. Et si un jour, vous avez la chance de vous rendre dans le Tennessee, restez devant la ferme des Bell jusqu'à la nuit tombée. On raconte que, parfois, des flammes danseraient dans les champs et que des orbes de lumière briseraient l'obscurité. Peut-être y verrez-vous un beau spectacle de lucioles.